Le petit village d'Entremont est bien étonnant. On y va ? Entremont, frontière naturelle entre Faucigny et Genevois, petit village de plus de 600 habitants, nous invite à plonger dans une histoire riche, traversée de grandeurs religieuses, de zones franches et de chemins de contrebande. Je saute sur l'occasion de découverte. Et c'est parti pour une visite du village d'Entremont à vol d'oiseau, pas si loin de Chamonix. ATMB et Globule Radio vous proposent maintenant un voyage sonore au départ de Chamonix. À vol d'oiseau. La saison 2 de la chronique Tapis volant pour étancher votre soif de mouvement au pays du Mont Blanc. On quitte la vallée et on survole les Aigras, puis le début de l'autoroute blanche. Pas si blanche d'ailleurs en ce début d'avril, le printemps arrive. On bifurque par Cordon, juste après Domancy, car nous avons décidé de survoler le Mont Fleury. D'ici, l'arête sommitale est si fine et élégante, c'est trop beau. Il n'y a qu'un couple de marcheurs sur cette arête vertigineuse, longue d'1 kilomètre. Prudemment, on s'adresse un signe sympathique. Mais vite, les randonneurs retournent à leur concentration. On encape la descente du Mont Fleury et je remarque quelques marcheurs qui sont en cours d'ascension dans des pentes herbeuses bien raides. Arrivé aux confins, je file vers la Clusaz, Saint-Jean-de-Sixte, pour arriver exactement à 780 mètres d'altitude et à l'extrémité nord du défilé des Étroits sur le Born. Me voilà déjà à Entremont. Une fondation d'abbaye, un trésor remarquable, des histoires de contrebande à dormir debout, une zone franche. Le petit village d'Entremont est bien étonnant. Tout commence lorsque 2 chanoines originaires de l'abbaye d'Abondance s'installent dans le vallon déjà habité vers 1115 et établissent un prieuré. Burchard, issu des comtes de Genève, devient le prieur du monastère. En montant vers le chemin des Auges pour y défricher les premiers pans de montagne qui se transformeront ensuite en champs de blé et de chanvre, les premiers chanoines d'Entremont pouvaient voir les paysages que je vois aujourd'hui. Le versant de la rive droite du Born avec, de gauche à droite, le rocher de Salins, le pic du Jalouvre en arrière-plan, l'aiguille verte, le roc des Tours et le roc de Charmieux, aisément reconnaissable avec ses 2 monts jumeaux. L'abbaye est essentielle pour l'essor d'une population nouvelle et son économie de vie. Le travail de défrichement spontané des populations a été moins rationnel, il faut dire, que l'action des religieux de l'abbaye et de leurs hommes. En 1154, les chanoines fondent l'abbaye d'Entremont. 12 chanoines y résident alors. En 1225, le comte de Genevois, Guillaume II, érige l'abbaye d'Entremont en seigneurie. L'abbé possède donc à cette époque le titre de seigneur d'Entremont. Au Moyen-Âge, Entremont brille par ses richesses. La vie des religieux d'Entremont et leur exemple provoquaient l'admiration de la noblesse et attiraient ses largesses. Richement doté par les comtes, le monastère possède bientôt, outre les bois, les eaux et les montagnes de la vallée, des terres à Sonise, au-dessus du Petit Bornand, à La Roche-sur-Foron, au Grand Bornand, à Amancy, Groisy, Saint-Laurent, Thônes et des moulins à Cran près d'Annecy et même des vignobles sur la côte d'Arves en Faucigny, à Saint-Sigismond et à l'hôpital sous Conflans qui prendra plus tard le nom d'Albertville. Pendant près d'un siècle, où se succédèrent 7 abbés, le monastère d'Entremont exerce une influence spirituelle et matérielle considérable. Par ses défrichements renouvelés, les chanoines multipliaient les champs et les pâturages au milieu des forêts séculaires. En 1777, l'abbaye est officiellement supprimée. En 1793, Entremont appartient au canton de Grand Bornand et participe à la révolte de Thônes contre l'occupation française et la chasse aux prêtres réfractaires. Depuis lors, une partie des bâtiments de l'abbaye a été démolie. La partie conservée a servi de presbytère et jusqu'à la fin du XIXe siècle de mairie et d'école.
On arrive en avril 1860. Les Savoyards votent à une majorité écrasante pour le rattachement de la Savoie à la France, avec seulement 250 voix contre sur 130 839 votants. Afin que les Savoyards du Nord, du Chablais et du Faucigny puissent continuer à commercer avec le Genevois et votent pour l'annexion, la zone franche, qui existait déjà depuis 1815, est élargie. Profitant de cet élargissement, Entremont devient une commune frontière de cette grande zone franche, dans laquelle les échanges avec la Suisse s'effectuaient sans taxe. Le nouveau statut du village permet le développement de nombreux commerces et celui de l'artisanat. À partir de 1860 et jusqu'à la Première Guerre mondiale, le commerce est florissant à Entremont puisque la commune compte 6 épiceries-quincailleries. Ça fait beaucoup par rapport au nombre d'habitants, non ? Mais il n'y a pas que les citoyens de la commune qui se ravitaillaient dans ces commerces qui vendent des produits détaxés. De nombreux échanges se font avec les communes voisines de Saint-Jean-de-Sixte, du Grand-Bornand, des Villars et de Thônes. Lors d'achat de marchandises, vous deviez en faire la déclaration aux douaniers français en quittant la zone et il vous était demandé de verser une taxe pour chaque article. Certains exercent en toute légalité, c'est-à-dire en payant la taxe aux douanes françaises. Mais d'autres profitent de la situation pour arrondir leur fin de mois en menant une activité illicite qui comporte quand même d'énormes risques. Ils achètent dans la zone détaxée des marchandises provenant de Suisse, d'Italie ou encore d'Angleterre et ils les passent en fraude par des sentiers de montagne pour les revendre hors zone à des prix attractifs. Pour passer des produits sans en payer les taxes, mais en passant par la douane quand même, certains inventent des cachettes incroyables pour tromper les douaniers lors des contrôles. On raconte que les jeunes filles cousaient de petits sacs remplis de sucre et de tabac sous leurs jupons. Les épiciers des zones franches achetaient à l'étranger des produits détaxés ou encore des produits dont l'État possédait le monopole de la distribution sur l'ensemble du territoire. C'était notamment le cas du tabac et des allumettes. Les contrebandiers colporteurs utilisaient un sac lourd et volumineux pour transporter leurs marchandises. Ils profitaient de la nuit pour emprunter les sentiers de montagne et franchir la frontière, évitant ainsi les postes de douane et les routes. Après plusieurs heures de marche, ils sortaient de la zone franche pour aller vendre leurs marchandises de contrebande. Pour cela, ils faisaient du porte-à-porte. Ce petit village est bien étonnant. Une fondation d'abbaye, un trésor remarquable, des histoires de contrebande à dormir debout, une zone franche. On reviendra pour le trésor. Et si vous n'avez pas de tapis volant, prenez la sortie 17, direction Bonneville, zone industrielle. À vol d'oiseau. La saison 2 de la chronique Tapis volant pour étancher votre soif de mouvement au pays du Mont Blanc. À très vite pour un nouveau voyage avec ATMB et Globule Radio.